Bonjour à tous, chers esprits créatifs. Il y a un peu plus d'un mois, au début de la rentrée, je vous ai proposé un petit concours où je vous invitais à faire votre propre pitch et à me l'envoyer. Vous avez été plusieurs à y participer et je vous propose à présent de voir ça ensemble. Bon, à la base, je ne comptais pas faire un podium ou avoir un système de notation pour vos créations. Bon, déjà parce qu'on n'est pas à l'école et qu'on a déjà pas mal soupé de ce système de comparaison perpétuelle, mais aussi parce qu'il est impossible pour moi d'avoir un regard parfaitement objectif sur vos créations. Donc plutôt que de me baser sur des critères purement techniques du style est-ce que l'audio ça va, les graphismes c'est comment, la diction, est-ce qu'on comprend tout ce qui est dit, bah non, vous savez quoi, je vais complètement assumer ma subjectivité dès le départ sur les résultats. Oui, car malgré tout, il a quand même fallu que je fasse une sélection. Je ne vais pas pouvoir montrer tous les pitchs que vous avez réalisés, autrement la vidéo serait beaucoup trop longue. Je vais donc vous montrer les 5 pitchs qui m'ont le plus accroché. Et pour chaque vidéo ensuite, vous pourrez voir une petite vidéo de son créateur qui vous permettra de vous rendre sur sa chaîne. En sachant également qu'à la fin de la vidéo, je mettrai un lien pour chacun des autres pitchs dont je n'aurai pas parlé pour que vous puissiez aller les voir. Alors, parlons un peu des lots à présent. Oui, en fait, au départ, je n'avais pas vraiment proposé de prix spécifique, à part juste de parler de vos chaînes. Et puis, je me suis dit que ce serait quand même bien de proposer un petit quelque chose. Déjà, pour tous ceux qui ont participé, je vais vous offrir la version prototype du jeu de cartes Fusion. Il s'agit d'un jeu de société que j'ai commencé à concevoir et qui est basé sur le concept de fusion. Ce prototype est sous la forme d'un ensemble de fichiers PDF, facile à imprimer pour se créer soi-même ses cartes. Pour les 6 pitchs que je vais vous présenter, leurs créateurs recevront en plus, pour chaque vidéo que j'ai sortie depuis la rentrée et pour toutes les vidéos que je sortirai jusqu'à la fin de l'année, bon, déjà le scénario de la vidéo, mais surtout un fichier zip comprenant toutes les sources de chaque vidéo. Et enfin, parmi les 6 représentés, 2 d'entre eux sont mes coups de cœur et recevront en plus le livre du guide du youtubeur. Nous allons commencer la présentation avec le pitch de Volkay. Je l'ai choisi car en plus de prendre un support assez particulier, à savoir celui du livre dont on est le héros, son pitch possède une histoire énigmatique avec un bon petit twist final. Mais je vous laisse en juger. Salut les petits loups, ici Volkay. Pour ce premier pitch, j'ai l'intention d'utiliser le support de l'écrit. Et les 2 mots tirés sont loup et cerveau. Yahoo! Eh bien pour un premier tirage, c'est parfait. Allons-y. Ce sera donc un livre, mais pas n'importe quel livre. Un type de livre très répandu dans les années 80, mais qui a presque disparu avec l'expansion des jeux vidéo. Je veux bien sûr parler d'un livre dont vous êtes le héros. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un mini-jeu de rôle pour une personne dans lequel le lecteur incarne le personnage principal sous l'utilisation de la 2e personne du pluriel, vous, et fait des choix en changeant de paragraphe, en lançant des dés et en tenant à jour une feuille d'aventure avec son inventaire, ses armes, son argent, etc. Pour les règles du jeu et les capacités spéciales, nous allons très fortement nous inspirer de la série Loup solitaire. On va aussi s'en inspirer pour quelques éléments du scénario, même si ce dernier trouvera surtout son inspiration dans Inside et Fallout. Eh oui, il y aura peut-être un loup, mais il n'y aura pas d'Heroic Fantasy, tant pis. L'histoire se passera dans un monde similaire au nôtre, à la différence que de la planète émane une sorte d'onde particulière. Cette onde a des effets sur le mental des êtres vivants. Elle leur permet d'améliorer la capacité neurologique de leur cerveau, mais aussi de maîtriser des pouvoirs psychiques comme la télékinésie, la télépathie, la voyance, la divination, etc. Les animaux, n'ayant pas besoin de ces pouvoirs, n'ont pas cherché à les développer. Les humains, en revanche, cherchant toujours un moyen de s'adapter, ont, au fil des siècles, développé ce talent de manière à l'utiliser dans la vie de tous les jours. Malheureusement, certains chefs d'État peu scrupuleux utilisaient leurs dons pour manipuler le mental de populations entières. Pour ce faire, ils utilisaient d'énormes machines, conçues spécialement dans le but de décupler le mental de la personne qui l'utilise en y restant branché. Ainsi, ils pouvaient contrôler les moindres faits et gestes de la population, mais aussi leurs pensées et régner en dictateurs. 20 machines de ce genre ont été construites autour du globe, et la course à l'armement fit très vite rage, jusqu'au jour où une guerre ouverte et totale éclata
tuant les 3/4 de la population mondiale et rasant la presque totalité des villes. Le monde étant devenu un grand désert, seules quelques espèces animales purent survivre avec ce qu'il leur restait de nature, et les humains restants se regroupèrent en communauté quand la perte de contrôle mental sur eux ne les avait pas rendus fous. Les grosses machines, quant à elles, furent détruites, à l'exception d'une seule. Située en haut d'une tour siégeant au milieu d'une grande ville, encore intacte, elle est utilisée par un homme avide de pouvoir, cherchant à avoir un contrôle absolu sur les habitants. C'est dans ce contexte que le personnage principal fera son entrée et débutera un voyage pour atteindre le sommet de la tour, détruire la machine et redonner la liberté de penser aux gens. Sauf que, contre toute attente, ce personnage s'avérera en fait être un loup. Par le plus grand des mystères, il se trouve que ce loup a une grande capacité mentale et maîtrise plusieurs pouvoirs psychiques. Avant de commencer l'aventure, le lecteur devra choisir 4 pouvoirs parmi les 8 proposés, à savoir un pouvoir d'attaque psychique pour envoyer une décharge mentale dans l'esprit de l'adversaire, un pouvoir de défense psychique pour créer un rempart empêchant toute attaque ou intrusion mentale soudaine, un pouvoir de télékinésie permettant de déplacer des objets pas trop gros, un pouvoir de télépathie pour avoir la possibilité de communiquer aux humains par la pensée ou connaître leurs intentions, un pouvoir de psychométrie permettant de déterminer le passé d'un objet et son utilité, ainsi que de lire l'écriture humaine, un pouvoir de manipulation pour persuader quelqu'un ou l'obliger à agir par le mental, un pouvoir de lévitation pour s'élever de quelques mètres ou ralentir une chute, et un pouvoir de médiumnité permettant, sous certaines conditions, de communiquer avec les esprits de personnes mortes récemment. Le lecteur devra également lancer des dés pour connaître son habileté et son endurance. L'endurance représentera les points de vie du loup. Pendant l'aventure, ils auront souvent l'occasion de baisser à cause de blessures ou parce que le loup n'a pas trouvé à manger alors qu'il avait faim. S'il tombe à 0, le loup meurt et le jeu se terminera là. Mais ils pourront toujours se régénérer, soit en buvant une boisson d'herbe médicinale, soit de 1 point pour chaque paragraphe lu sans combat. L'habileté représentera justement l'habileté au combat du loup et ses capacités physiques en général, comme sauter ou nager. Pendant un combat, l'habileté du loup sera comparée à celle de l'adversaire. Si la sienne est plus grande, il aura plus de chances de faire plus de dégâts et en subira moins. A l'inverse, si l'adversaire est plus fort que lui, le combat risque d'être difficile. Armé de ses capacités psychiques, de ses autres compétences propres au loup et d'une sacoche pouvant contenir des objets utiles pour sa quête, ce loup très intelligent entamera son périple à travers le désert apocalyptique, la ville, puis la tour. Dès le début de l'aventure, le lecteur, surtout s'il est habitué à ce genre de livre, pourra remarquer que certaines choses clochent. Il ne sait pas qui est ce loup, s'il a un nom, ni pourquoi il maîtrise des pouvoirs psychiques mieux que n'importe quel autre animal. De plus, le récit ne sera pas écrit à la 2e personne du pluriel, comme je le disais tout à l'heure, mais à la 3e personne du singulier « il », ce qui va amener le lecteur à se questionner sur l'identité de ce loup. Au cours de son voyage, donc, le quadrupède sera confronté à diverses situations qui pourront se résoudre de différentes manières par des choix. Par exemple, quelle direction choisir, épargner ou non un animal blessé qui pourrait l'aider alors que la faim le tiraille, ou encore choisir entre passer par un conduit ou faire déverrouiller une porte par un humain manipulé mentalement. Chaque situation résolue l'amènera à une autre, lui fera acquérir un objet ou une information importante, l'obligera à combattre ou lui créera une mésaventure. Tout dépendra des compétences choisies par le lecteur et de ses choix. Ces derniers auront d'ailleurs tous une importance pour le combat final, où le loup devra survivre aux assauts des troupes manipulées mentalement et aux attaques psychiques du dictateur aidé par la machine. Le grand combat aura donc plusieurs façons d'être livré puisqu'il se fera en fonction des objets récupérés ou non, des capacités psychiques choisies ou non, des informations récupérées et de l'habileté du loup. Ainsi, il pourra se terminer très vite comme être très long et difficile. Après sa victoire sur le dictateur et la libération des habitants, le loup retournera dans le désert jusqu'à atteindre un endroit secret où se cache quelqu'un. À partir de ce moment, le récit passera alors du « il » au « vous » et tout sera révélé. On apprendra que le loup était en fait contrôlé depuis le début par un humain branché à une autre grosse machine psychique encore intacte. Et cet humain n'est autre que le lecteur lui-même qui avait manipulé toutes les actions et choix du loup pour mettre fin à la tyrannie du dictateur. C'est par son mental, décuplé par la machine sur un seul individu et non une population entière,
que le lecteur avait pu augmenter grandement le psychisme du loup et lui donner des pouvoirs. Maintenant, le lien est rompu et le loup est de nouveau libre de ses choix. Face à l'humain, et donc le lecteur, que va-t-il faire? Le lecteur sera libre de l'imaginer, car l'histoire s'arrêtera là. Ce livre dont vous êtes le héros doit bien sûr avoir un titre. Quelque chose qui ferait le lien entre l'animal et le mental. Disons... instinct psychique. Le second pitch que je vais vous montrer est celui de Toutankub, et je l'aime beaucoup. Non seulement parce qu'il possède une histoire particulièrement captivante, mais aussi parce qu'il ouvre beaucoup de possibilités en termes de création. Il nous propose un livre, mais vous allez voir, à mon sens, c'est au minimum une trilogie. Salut à tous, c'est Toutankub, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mon tout premier My Pitch qui est un concept d'Occam Razor. En gros, il faut inventer un scénario à partir de 2 mots sur un média donné. Vous allez comprendre. Donc nous aurons le droit aux mots dauphin et royal. Et ce sera un écrit. Très bien. Nous allons donc inventer un roman. Il parlera océan, ce fond sera mieux. Bon. Je sais que vous n'allez pas supporter ma voix plus longtemps, c'est pourquoi je vais demander à mon frère de lire le script. Allez, c'est parti. L'histoire se déroulera en France en 2147. À cette époque, de nombreuses avancées technologiques ont permis la création de sous-marins pouvant supporter une pression quasi infinie et, un peu plus tard, des masques à oxygène pouvant renouveler le CO2 expiré par l'homme en air respirable. Ces prouesses ont permis à l'homme d'explorer les fonds marins et le métier de chercheur-plongeur s'est très vite développé. Aussi, ces améliorations ont conduit à l'éclosion de zoos aquatiques, qui sont devenus pour de nombreux pays une part importante du divertissement et de l'économie. Les héros que nous allons suivre sont Kevron et Stead, un couple. Ce sont des prestigieux chercheurs spécialisés dans l'observation des mammifères marins. Un jour, une nouvelle espèce de dauphin est découverte, ou plutôt un spécimen inconnu de dauphin est découvert, ce qui est extrêmement rare pour l'époque. Kevron et Stead sont immédiatement appelés pour l'occasion. On apprendra que le dauphin a été retrouvé échoué sur une plage, inanimé et respirant difficilement. Il a ensuite été transféré au zoo, où il a été soigné, puis examiné. Il a quelques ressemblances étranges avec l'Australodelphis, un dauphin préhistorique. Une particularité de ce dauphin est la présence de mini-cornes entourant son crâne et formant une couronne, d'où son nom, Dolphin Royal. De plus, on observera que ses poumons ont rétréci, laissant place à des branchies, d'où ses difficultés respiratoires. Arrivés dans le zoo, les deux chercheurs sont fascinés par cet animal. Ils se feront donc confier son observation alors qu'il est placé dans un aquarium. Ils décideront que le dauphin, en plus d'être particulièrement intelligent, émet des bruits stridents, ayant chacun des intonations différentes. Petit à petit, le dauphin se montre docile avec le couple, et le couple prenne le dauphin d'affection. Après plusieurs mois de recherche, ils considèrent que l'animal est le cétacé le plus intelligent devant l'orque et le grand dauphin blanc. Ils vont même jusqu'à définir ses cris de langage. Ils vont alors tenter de mettre au point une machine qui serait capable de déchiffrer ce qui pourrait être les paroles du dauphin. La nouvelle de la découverte de l'animal se répand dans le monde entier et le zoo décidera de le mettre dans un aquarium public. Des dresseurs forceront le dauphin à effectuer des acrobaties, ce qui attirera des spectateurs du monde entier. Kevron et Stead ont alors activement lutté pour la libération du dauphin, qu'ils jugent trop intelligent pour être considéré comme une bête de foire. Face à cette réaction, les gérants du zoo décident de les licencier, leur interdisant l'accès au dauphin royal. Les deux chercheurs décideront alors de s'introduire dans son aquarium pour finir la machine de traduction. Mais alors que leur machine est au point de se réaliser, ils se feront repérer et l'animal sera mis sous surveillance.
Ils demanderont alors de l'aide à l'État en dénonçant les conditions affreuses de vie de cétacés et les pratiques barbares et cruelles des dresseurs. Mais le dauphin étant devenu une source touristique et de revenus importante pour la France, l'État décidera de fermer les yeux et d'étouffer l'affaire. Les héros vont alors échafauder un plan d'évasion minutieux et en se faisant passer pour des soigneurs devant transférer un poisson, vont réussir à prendre le dauphin et laisser cède aux eaux. Ils iront ensuite sur une plage pour relâcher le dauphin. Au moment où le cétacé s'en ira, Kevron arrivera avec un sous-marin, des équipements de plongée et la précieuse machine à déchiffrer les cris du dauphin. Ils le suivront ensuite pour s'assurer qu'il ne se fait pas repêcher, mais aussi pour pouvoir définir l'habitat du dauphin, sa profondeur, ses possibles congénères, les différences avec les autres dauphins et leur organisation. Et dans le même cas, pouvoir tester la machine de traduction. Mais après de nombreuses heures, le dauphin se rend compte qu'il est suivi et fait signe au couple de les suivre. Ils vont alors s'enfoncer dans l'océan jusqu'à une telle profondeur que la lumière du sous-marin ne suffit plus à éclairer l'environnement. Soudain, le dauphin disparaît. Kevron et Stead sont complètement désemparés et tentent désespérément de trouver une paroi. Quand tout à coup, une petite lumière apparaît sur le sol. La petite lumière semble s'élargir. Il leur est impossible de distinguer ce qu'il y a en dessous tant elle est éblouissante. Quand soudain le couple comprend que le sol est en train de s'ouvrir sous leurs pieds. Au bout de longues minutes, le dauphin réapparaît. Et ils découvriront sous leurs pieds une immense cité peuplée de multiples espèces de dauphins. S'ensuivra une description précise de la cité. L'auteur pourra par exemple décrire les véhicules marins qui seront des véhicules verticaux de 2 mètres. Décrire les différentes espèces présentes, qui d'ailleurs n'auront que des ressemblances très vagues avec les dauphins actuels. Toutes ces descriptions seront accompagnées de dessins. Ensuite, les héros remarqueront qu'ils observent la cité depuis un tube immense. Soudain, sortant de leur rêverie, ils observeront des dizaines de sous-marins dauphins à la forme effilée qui commencent à les entourer. Puis un grand filet noir sera jeté sur leurs sous-marins, leur privant de toute visibilité. Ils se sentiront tractés et ne résisteront pas, subjugués par ce qu'ils venaient de voir. De nombreuses heures après, leur voyage touche à sa fin. Ils se retrouvent dans un garage d'une maison, fermée à clé. Elle est remplie d'eau. Ils vont donc prendre leur masque oxygène renouvelable. Encore une fois, on pourra retrouver des descriptions précises des lieux. Puis, une sorte de beluga entre dans la chambre, accompagné de 2 dauphins, qui semblent être armés. Le beluga leur fait signe d'aller chercher le traducteur, et commence à leur présenter la cité dans laquelle ils sont. Cette cité s'appelle Profundis. Elle a été aménagée dans une faille sous-marine par les premiers Australopithèques intelligents, alors que les hommes apparaissaient tout juste. Les dauphins étaient la première civilisation terrestre intelligente. Mais après l'apparition des hommes, ils se sont petit à petit retranchés dans les failles. Ils présentent alors la faille qui a des proportions gargantuesques. Il en existe 3 dans le monde, reliées par des tunnels sous-marins. Elles n'ont jamais été découvertes par l'homme, car elles sont chacun protégées par un immense plafond de plus de milliers de kilomètres de longueur. Un ingénieux système consistant à le remplir d'air permet de le rendre stable. Ce schéma montre l'ouverture de la trappe. Comme le montre ce dessin, la faille est très profonde. Un tube passe en son milieu jusqu'à un sol artificiel à des milliers de kilomètres plus bas. Il sert de pilier central autant que de support pour les villes. En effet, Profundis est constitué de centaines de milliers de villes, construites sur des plateformes de 1544 km en moyenne, elles-mêmes installées sur les parois selon le même système que le plafond. Chaque plateforme sont espacées de 15 km. Le beluga raconte de nombreuses autres précisions que l'auteur se fera le plaisir d'inventer, comme par exemple la langue des cétacés. Il explique tout cela sous forme de cours, c'est-à-dire qu'il ne raconte pas tout d'une traite, mais étale l'explication. Alors, il expliquera l'histoire des Delphinae sapiens.
Il présentera la hiérarchie et société des dauphins. Chaque ville a un représentant, chaque royaume, qui sont des groupes de villes, ont un représentant. Alors arrivent d'autres dirigeants qui contrôlent plusieurs royaumes, et ainsi de suite. Enfin, les rois sont 10 et contrôlent chacun une des 10 parties de Profundis. Les rois se font greffer des cordes autour du crâne en forme de couronne. Ils apprennent finalement que le dauphin royal était un roi, que les dauphins criminels avaient tenté de tuer pour faire un coup d'état. Mais le dauphin royal a survécu et le coup d'état a échoué. Ces explications prennent des semaines. Et Kevron et Stead étant tellement passionnés par cette découverte, leur roi leur permet très vite de visiter Profundis. Il se passe alors une période de quelques années où le couple de chercheurs vivra avec les dauphins en parfaite harmonie. Ici, l'auteur pourra consacrer de nombreux chapitres sur des aventures passées dans la faille. Mais ils finiront par vouloir rentrer chez eux, ce que les dirigeants n'accepteront pas. En effet, ils refusent de partager leur faille avec des humains qui arriveraient en masse si l'existence de Profundis était alors dévoilée. Mais nos héros insistent, puis tentent de s'échapper. Ils seront alors emprisonnés dans une maison luxueuse mais bien gardée. Encore une fois, après un plan minutieux, ils arriveront à sortir de leur prison. Puis, en volant un sous-marin, ils arriveront à sortir de la faille. L'histoire se finira sur un mot que les chercheurs auront laissé, expliquant qu'ils ne dévoileraient rien de leur existence. Mais il y aura aussi un épilogue, dans lequel on pourra voir ce qui semble être un descendant du couple. Il boit un thé dans l'ancienne chambre de ses parents en réfléchissant, quand soudain il fait tomber sa tasse. Le thé se répand sur le sol, et il remarque alors une petite faille sur ce dernier, dans lequel le thé s'engouffre. Il va alors, à l'aide de matériel, tenter d'élargir cette faille, et c'est alors qu'il tombe sur un petit carnet, nommé du même nom que le roman, Profundis. À présent, nous allons voir celui de NGX, qui, vous allez voir, est un jeu vidéo assez particulier. Je préfère vous prévenir de suite, ça va parler de Doctor Who. Mais bon, si je l'ai mis dans ce classement, ce n'est pas parce que je suis un fan de Doctor Who, non, mais plutôt parce qu'il s'agit d'un excellent exemple d'adaptation. Et donc de la création à partir d'un matériau d'origine, ce qui n'est pas forcément plus facile que de créer à partir de rien. Bonjour à tous et bienvenue dans My Pitch. Aujourd'hui, nous allons créer un jeu avec les mots aventure et temps. Ouais, y a moyen qu'on fasse quelque chose de cool avec ça. Cela sera un jeu du type action-infiltration adapté de la série culte de SF Doctor Who. Mais ce sera pas un simple jeu d'action-infiltration adapté de la série culte Doctor Who, ce sera un jeu VR adapté de la série culte Doctor Who. Un jeu où le gameplay aura autant d'importance que l'histoire. Le joueur incarnera le Docteur, un extraterrestre de la race des Seigneurs du Temps. Il ressemble à un humain et peut, aux portes de la mort, se régénérer en changeant d'apparence et de personnalité grâce à l'énergie régénératrice. Mais nous reviendrons plus tard sur l'apparence du Docteur. Des morceaux d'histoire disparaissent et se modifient. L'Empire romain n'a jamais existé, les USA n'ont jamais déclaré leur indépendance et l'homme n'a jamais marché sur la Lune. Une entité laisse des cicatrices dans l'espace-temps et le Docteur doit enquêter à travers l'univers à bord de son TARDIS. Un vaisseau spatio-temporel en forme de cabine de police anglaise. Non, faut pas chercher.
Le docteur est équipé de son tournevis sonique, un genre d'ultra couteau suisse du futur, ainsi que de son papier psychique, un papier blanc qui a la capacité d'afficher ce que le docteur désire. Le docteur pense immédiatement à ses plus grands ennemis, que sont les Daleks, une espèce génétiquement programmée pour la guerre, et les Cybermen, une race de cyborgs quasiment invincible. Mais il sait qu'aucune de ces races n'est capable de bouleverser ainsi l'espace-temps. Le docteur se lance alors à la recherche de la chose qui pourrait être à l'origine de la fin des temps. La VR nous oblige à utiliser la vue subjective, mais le docteur n'utilise pas d'arme pour autant. A la place, nous aurons notre magnifique tournevis sonique ainsi que notre papier psychique. Le joueur aura un inventaire permettant de récupérer de temps en temps des outils, des pièces ou des appareils pour l'aider dans sa progression. Comme dit précédemment, notre jeu sera un jeu du type action-infiltration, dont l'histoire sera influencée directement par les choix du joueur. Le joueur devra, à l'aide de son équipement, résoudre des énigmes, récupérer des indices, utiliser l'environnement pour neutraliser les ennemis, et parler à des personnages via des dialogues à choix multiples qui, comme dit précédemment, modifieront l'histoire. Un peu à la Telltale Games par exemple. Pour aider le joueur dans sa progression, et éviter une interface qui briserait l'immersion, on va créer la vision du docteur. Une fonction du Sonic qui permettra au joueur de trouver plus facilement les éléments avec lesquels interagir, et avoir des informations sur son environnement proche. Un genre de scan si vous voulez. Oh et puis, quitte à être le docteur, autant l'être jusqu'au bout, non ? Alors le joueur disposera d'un grand pouvoir de personnalisation. D'abord dans l'apparence. Soit le docteur pourra être issu de la série originale, soit il sera créé par le joueur via un menu style Skyrim. Le joueur pourra aussi personnaliser son TARDIS en choisissant un parmi les nombreux modèles disponibles dans la série. Sinon il sera possible soit de créer le sien dans un mode édition, soit en téléchargeant des mods de la communauté pour avoir véritablement votre TARDIS à vous. Même chose pour le tournevis. Tout au long de l'aventure, le joueur va accumuler de l'expérience, en neutralisant ses ennemis ou en résolvant des énigmes. Elle servira à améliorer les compétences du docteur, comme par exemple sa furtivité ou sa santé. Mais l'expérience pourra aussi permettre d'améliorer le tournevis, en lui donnant par exemple plus de fonctions ou plus d'énergie. Le tout se passera à bord du TARDIS. À la fin de l'aventure, le joueur découvre qui est à l'origine de cette destruction. Il s'agit de l'ennemi juré du docteur, mais à la fois son meilleur ami. Pour ceux qui connaissent la série, vous savez de qui je parle, mais pour les autres, je laisse un petit indice dans la vidéo. Le joueur devra faire un choix pour sauver l'univers. Le docteur pourra se sacrifier et restaurer l'énergie grâce à son énergie régénératrice. Ou alors, il pourra tuer son ennemi avant qu'il entame la dernière phase de son plan. Ou enfin, le docteur pourra remonter la ligne temporelle de son ennemi et l'empêcher de devenir le monstre qu'il est. Mais leur destinée étant très liée, le docteur risque de disparaître avec lui. Une fois l'histoire terminée, l'aventure ne l'est pas pour autant. Deux possibilités s'offrent au joueur. Le joueur peut faire le choix d'explorer l'univers à bord de son TARDIS et découvrir tous les secrets du jeu. Dans ce cas-là, le titre deviendrait un open world spatio-temporel. Ou alors, le joueur pourra créer ses propres missions, dans un mode édition comme vous pouvez le retrouver dans le jeu Infamous. Il pourra, s'il le souhaite, partager ses missions avec la communauté. Notre jeu s'appellera ainsi, Doctor Who, la fin du temps. Salut à toi, je me présente, je suis NGX, j'ai 16 ans et je fais principalement des lives sur Twitch sur différents jeux, comme par exemple Counter-Strike, Minecraft, Rocket League ou encore Garry's Mod. Ma chaîne YouTube me sert le plus souvent à poster les rediffs de mes lives, mais de temps en temps j'aime à bosser sur les concepts qui tournent souvent autour du jeu vidéo. Plus tard, je compte devenir game designer, du coup ce pitch était pour moi une façon de voir comment conceptualiser un jeu sur une série dont je suis fan. Sur ce, Okam, je te remercie pour le concours, c'était très amusant et stimulant à la fois. Je continuerai peut-être à faire des my pitch sur ma chaîne, en attendant je vous attends sur Twitch. Ciao. Pour ce dernier pitch, avant d'entamer les coups de cœur, je vous propose le pitch de 3 baffes cartoon, qui est vraiment excellent. En fait, il aurait dû se retrouver dans les coups de cœur lui aussi. La seule raison pour laquelle il n'y est pas, c'est que je n'avais que 2 guides du youtubeur à offrir. Mais, au-delà d'une histoire très sympa, ce qui rend ce pitch vraiment cool, c'est son animation. Voyez-en par vous-même. Bonjour chers amis, et si je vous contais une petite histoire, à partir des mots choisis dans la liste d'Occam Razor, zombie et papier, une association qui me paraît des plus incongrues. Le scénario de cette petite histoire commence, comme beaucoup de contes, par une belle nuit étoilée à flanc de montagne. Mais voilà, le destin est taquin, car notre jeune héros, Axel, commence l'aventure par un accident d'auto. Il s'en sort avec quelques contusions, ses amis n'auront pas cette chance.
Et voilà donc Axel, seul dans la montagne, partant en quête d'une aide providentielle. Un début de scénario somme toute assez classique. Évidemment, vous vous demandez où sont les bons mots d'Occam Razor, où est le zombie, où est le papier. Oh oh oh, doucement, on y arrive. Car en effet, Axel tombe au bout de quelques kilomètres sur un chalet en bord de route. La porte est ouverte, il y a du bruit à l'étage. Un homme est affairé à ranger sa chambre. Ouh là 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 là, pas très accueillant. Axel a tout juste le temps de se barricader dans la chambre voisine, et soyons francs, le type qui gratte à la porte, tel un chien malheureux, il a la gueule d'un Zombie. La chambre où s'est réfugié Axel est quasiment vide. En son centre, une table sur laquelle sont posées 4 feuilles de Papier. et un crayon. Et allez savoir pourquoi, Axel se met machinalement à écrire sur l'un des papiers le mot corde. Et ne me demandez pas pourquoi, une corde à nœud apparaît sur le rebord de la fenêtre. Axel va pouvoir enfin s'échapper. Et voilà, tout le scénario va suivre cette trame, Axel écrivant sur un papier le mot qui l'aidera à fuir les griffes du zombie immortel. D'abord avec une pelle, puis une luge, et enfin une mitrailleuse. Seulement, comme dans les publicités pour les rouleaux de PQ, il arrive toujours un moment où on arrive à court de papier. Et chez Occam, c'est pas Hollywood. Hein, le héros, il gagne pas à la fin, la main sur le cœur en chantant l'hymne national, non. Car pour Axel, c'est la fin. Et alors que son âme le quitte, et qu'il vous regarde de ses yeux mouillants, l'air de dire « Et si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous écrit sur ces papiers pour échapper aux zombies ?» Je conclus ce pitch en remerciant Occam Razor pour cette idée de concours et en espérant que ça vous a plu. Et surtout n'oubliez pas, ne soyez jamais à court de papier. Allez, bonne journée. Et à présent, voyons les coups de cœur. Le premier des deux m'a énormément plu. Tout simplement parce qu'il arrive à prendre en contre-pied total tout ce concours, ainsi que le concept même des pitchs dans une très belle mise en abîme. Et le tout avec une animation très cool et un déroulement d'une grande créativité. Je veux bien entendu parler du pitch de Zabe. Et tout de suite, une annonce de votre hôte Occam Razor. Salut à tous, chers esprits créatifs. Cool, un petit concours. Moi qui voulais me lancer dans un projet d'animation, ça tombe bien. Ok, on choisit 2 mots dans la liste et on scénarise tout ça. C'est parti, je m'y mets tout de suite. Alors, ça pourrait être un jeu vidéo avec un sorcier qui vit dans une forêt, et là d'un coup, il voit une chèvre. Non, trop classique. Alors c'est l'histoire d'une télécommande, et elle est faite en papier. Du coup, quand on appuie dessus pour changer de chaîne, bah, elle plie. Voilà, super. Non, ça décrira le fonctionnement d'une télécommande alien qui a été perdue sur Terre, et... Attends, mais y a pas Alien dans la liste? Ça va pas. Ce serait un théâtre construit en smart. Et là, il y a le lapin qui arrive et... Non, mais c'est pas marrant ça. Et dans la gare, tout le monde est habillé en violet. Qui raconte comment on disparaît les dodos. Quel débile. Non, ça va pas du tout. C'est trop le bordel dans ma tête. Un pitch, c'est sérieux. C'est pas si compliqué. Ok, Occam, il a des idées géniales, mais je vais pas me laisser impressionner. Il faut que je travaille ma réflexion. Que j'étudie le problème sous tous les angles. Et que j'en fasse un truc cohérent. Que je perfectionne ma technique, sans cesse et sans cesse. Fine et aussi déterminée qu'un samouraï. Et puis je pourrais présenter ça dans un style graphique sympa. Un truc clean, un style propre et apprécié. Et si j'essayais d'avoir un peu la classe? Un graphisme élégant, raffiné. Ou quelque chose de bien populaire, un peu cartoon. Sans tomber dans le plagiat non plus. Bon, c'est bien, mais ça me dit toujours pas ce que je vais raconter. Ok, on s'y remet sérieusement. Je vais parler de samouraï et de zombies. Mais attends, ça me fait rentrer dans quel thème ça? Je sais pas. Hé, Zeb, tu devrais sortir un peu, parce que là, t'as une tête de zombie. Oh, et puis, on verra bien. Chacun sa manière de raconter des histoires. Après tout, l'important, c'est d'être créatif.
êtes-vous déjà rentré, par curiosité, dans un entrepôt abandonné? Quand vous étiez jeune avec vos amis, vous avez forcément visité la maison hantée du coin. Et cette ruine là-bas au milieu d'un champ, ça ne vous intrigue pas? Est-ce que vous saviez que cette activité porte un nom? L'exploration urbaine, plus couramment appelée urbex, consiste à visiter des lieux abandonnés comme des maisons, des manoirs, des châteaux, des carrières, des usines, bref, c'est fou tout ce qu'on trouve sur la route. Après, il y a un respect minimum à avoir envers le lieu. On ne révèle pas l'adresse pour éviter que des indésirables s'y rendent, pas de forçage de serrure ou de cassage de fenêtres pour y rentrer. Enfin, ça paraît évident à dire comme ça, mais bon, si ça ne l'est pas pour toi, ça veut peut-être dire que tu es un méchant. Et évidemment, on ne se met pas en danger, la sécurité avant tout. Ouais, et puis des fois, j'ai une tronche de Playmobil. Cherchez pas, c'est comme ça. Si l'urbex t'intéresse, ici tu peux suivre mes explos, présentés dans la joie et la bonne humeur. Ah, pourquoi? Non, voilà, tout est dit. Et mon second coup de cœur revient à un pitch que je pourrais qualifier de béton. Béton dans le sens où pour moi, il doit être fait. Ce n'est pas juste un concept, l'idée qu'il présente est carrément cool et j'ai vraiment envie qu'elle se concrétise. D'autant que le tout est servi par un montage parfaitement réalisé. Il s'agit du pitch de Théromique. Très bien. Partons donc faire un tour du côté de la série pour y implémenter les mots zombie et télécommande. Je vois. Ok, ne faisons pas quelque chose de classique comme dans les émissions à la The Walking Dead, et prenons une définition un peu plus large du zombie, une plus moderne, plus réaliste. Imaginons deux amis qui, un petit peu comme dans la série Bloqués, ne feraient rien d'autre que de rester toute la journée sur leur canapé à regarder la télévision. Leur activité préférée consistant à zapper de chaîne en chaîne et à faire des commentaires sur les programmes qu'ils rencontrent. Il s'agira d'une web-série sur internet sous la forme d'épisodes humoristiques de 3 à 5 minutes, et dont le schéma narratif s'inspirera lointainement des premiers épisodes du Visiteur du futur. Par cela, j'entends que l'épisode commencera par une situation initiale commune, jusqu'à ce qu'un élément perturbateur se présente. Élément perturbateur qui amènera alors un des deux protagonistes à raconter une histoire en rapport avec ce dernier. Mais la particularité de la série sera là. Cette histoire, racontée par les deux protagonistes, sera inspirée des programmes télévisuels qu'ils auront croisés durant tout l'épisode, ainsi que de leurs réactions et de leurs remarques sur ceux-ci. Chaque histoire se construira donc via un dialogue entre les deux amis, rebondissant chacun leur tour sur ce que dit la télé ou sur les remarques de l'autre. On peut par exemple imaginer un reportage sur le président au festival d'Angoulême suivi d'une couverture médiatique sur une manifestation récente, qui donneront aux deux protagonistes l'idée d'une grande bataille royale se déroulant à l'intérieur d'un festival de BD, ou bien encore la diffusion de l'émission On ne demande qu'à en rire suivi d'un épisode de Breaking Bad, qui leur donnera l'inspiration pour un film tournant autour d'un clown à la tête d'une immense mafia. It's me, Mario. C'est pitoyable. Ainsi, puisque les histoires racontées par les protagonistes seront inspirées de ce qu'ils verront à la télé, il est parfaitement possible pour celle-ci d'avoir comme base des références à la pop culture, ou même à l'actualité. Également, même si le but premier de la série est de proposer un contenu décontracté et humoristique, il reste tout à fait concevable d'envisager des épisodes un peu plus particuliers, réfléchissant sur un sujet précis, ou développant la personnalité d'un des deux protagonistes. Toujours bien sûr en respectant le schéma narratif imposé à la base. Comme par exemple une dispute entre les deux amis, qui chercheront alors à régler leur compte par le biais de l'histoire, en discréditant les propositions de l'autre, ou alors en plaçant des petites piques dans les actions de leurs personnages. Si l'on ne veut pas que la série ne devienne trop redondante, il faudra également ajouter de temps en temps quelques petites touches d'originalité et de rythme aux épisodes. Pour cela, il est par exemple possible de varier légèrement les situations initiales, comme avec un épisode commençant sur un des deux amis rentrant dans l'appartement avec sa nouvelle figurine fraîchement achetée, qui orientera l'histoire sur une parodie de Toy Story reprenant des personnages d'univers de manga. On pourrait même pousser ce procédé encore plus loin en apportant des variations au sein même des épisodes, comme avec l'apparition d'un flash spécial ou l'arrivée d'une notification sur le téléphone d'un des deux protagonistes qui donnerait soudainement un tout nouveau tournant à l'histoire. Enfin, si l'on veut que la web-série ait du succès, il faudra alors l'armer d'un épisode pilote plaçant la barre très haut avec quelque chose de marquant pour le spectateur, puis sortir le reste des épisodes de manière régulière pendant un certain temps. Il pourrait d'ailleurs être assez amusant de faire tourner l'histoire du premier épisode autour du thème du zombie, du vrai cette fois, histoire de faire un petit clin d'œil sympathique à l'inspiration originale de la série. Des zombies. Non, mais c'est ultra cliché ça. Des zombies communistes.
Les épisodes, étant composés uniquement d'une scène d'intérieur parsemée de passages en animation simple, ne devraient pas nécessiter de temps de production trop long. Il sera donc possible de commencer par sortir les premiers, puis d'adapter les suivants en fonction des retours du public, tirant ainsi pleinement parti du potentiel de la web-série. Au final, nous avons une web-série humoristique au format court, avec comme force ses dialogues ainsi que son originalité. Il ne nous reste maintenant plus qu'à trouver un nom, et le numéro gagnant sera donc... Zap. Salut tout le monde, c'est Théromique pour cette vidéo de Occam Razor. Merci d'avoir regardé mon pitch. Si celui-ci vous a plu, je vous invite alors à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube pour découvrir mon travail. Là-bas, j'y parle de manga et de jeux vidéo sous forme d'analyse argumentée d'une dizaine de minutes, notamment avec ma chronique principale du nom de Disserte. J'y anime également d'autres émissions un peu plus humoristiques, mais toujours sur les mêmes sujets, comme par exemple avec la série des Que je vous raconte, où je vous raconte, justement, l'histoire d'un film d'animation, mais en prenant le point de vue du personnage principal. Sur ce, encore une fois, merci à toi Occam de m'avoir choisi pour ce concours, merci à vous, cher public, de nous avoir regardés, et si ça vous a plu, abonnez-vous. Allez, à la prochaine tout le monde. Enfin, une petite mention spéciale pour Acteur de ma vie et son pitch intitulé La philanthropie des origamis, qui a la particularité d'avoir été fait entièrement en rime. Je vous invite à aller le voir directement sur sa chaîne en cliquant ici. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les pitchs réalisés par les autres participants. Ils valent tous le coup et sont autant d'idées à s'inspirer pour réaliser de futurs jeux, films, romans, etc. Pour terminer, je vous remercie grandement de votre participation. Et justement, pour les participants mais aussi tous les autres, je vous invite à continuer à faire vos propres pitchs. Que ce soit avec des animations, des images, du facecam, ou même tout simplement avec un enregistrement sonore. Peu importe, tant que vous vous amusez à imaginer de nouvelles idées, c'est tout ce qui compte. En ce qui me concerne, je tiens une playlist sur la chaîne que j'ai nommée My Pitch des internautes, où j'ajoute et continuerai d'ajouter tous les pitchs que vous faites. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos créations pour que je les y ajoute. Et s'ils me plaisent vraiment, je n'hésiterai pas à les partager sur Facebook et Twitter. Ils sont cliquables hein, si jamais vous voulez. Et si jamais vous êtes assez nombreux, je n'hésiterai pas à refaire une vidéo de ce genre pour faire le récapitulatif de vos pitchs. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ainsi que d'avoir participé à ce petit concours improvisé. Et je vous dis à très bientôt pour nos futures créations.